Des centaines de milliers de kilomètres carrés d'eau avec des cailloux au milieu, c'est tout ce qui reste de l'Empire français. Certaines de ces îles sur lesquelles les anciens monarques avaient fondé tant d'espoir furent si décevantes qu'on les baptisa îles de la désolation. Mais la France les a gardées, ces territoires. À quoi ressemblent-ils? À quoi ressemblent ces confettis d'empire, comme on les appelle parfois? Pour le savoir, deux grands témoins ce soir dans 64 minutes. Michael Hirsch, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Notre-Dame-des-Landes, édition Intervalle. Avec nous, édition Intervalle, Notre-Dame-des-Vents, pardon. Avec nous également Bruno Fulini, auteur de Tour du monde des terres françaises oubliées. Ça paraît aux éditions du Trésor. Alors Bruno Fulini, page 12, on peut lire: un examen attentif des cartes révèle des extensions inattendues du territoire national, sans léser personne, sans opprimer aucun peuple autochtone. La France conserve à l'insu de tous un petit empire discret, clandestin, dont les franges extrêmes n'ont pas cessé de surprendre. Vous faites le tour de ces terres françaises, Bruno Fulini, terres oubliées. Quelles sont à vos yeux les plus étonnantes? Les plus étonnantes, c'est sans doute celles de l'Antarctique, c'est-à-dire que d'abord la Terre Adélie, une portion du continent antarctique, une sorte de part de tarte, on pourrait en sourire, mais la superficie de cette part de tarte est supérieure à celle de l'Allemagne, tellement le continent antarctique est vaste. Et par ailleurs, cette part de tarte est bordée par deux secteurs revendiqués par l'Australie, ce qui fait que, et les Français l'ignorent, notre plus grande frontière terrestre, c'est avec l'Australie. Avec le Brésil, comme pas on du pense tout avec souvent. le Brésil. Le Brésil, ça vient en deuxième avec la Guyane, effectivement. Mais là, on a 5000 kilomètres de frontières avec l'Antarctique australienne, donc l'Australie. Et puis, nous avons également des frontières maritimes avec l'Australie, parce qu'il y a des îles qui sont des dépendances de la Nouvelle-Calédonie et qui sont toutes proches de l'Australie. Ce sont les îles Chesterfield. Alors, demandez à un Français ce que sont les îles Chesterfield. Avec le nom, tout le monde vous répondra qu'elles sont anglaises ou australiennes ou que sais-je. Eh bien non, c'est un territoire français depuis 1878, tout simplement parce qu'il y avait une richesse oubliée, le guano, les déjections d'oiseaux de mer. On en fait de l'engrais. À l'époque, ça valait très cher. Et donc, quand on apprend que les Anglais veulent en prendre possession, eh bien, on y a envoyé un navire, tout simplement, qui a pris possession officiellement et qui a même tiré les 21 coups de canon protocolaires avant de planter le drapeau tricolore. Alors, Michael Hirsch, votre livre mêle, lui, à la fois réalité scientifique et conte fantastique. C'est l'histoire d'une relation entre une femme et un homme autour d'un secret qui réveille les fantômes de la guerre froide. Alors, vous situez votre roman précisément dans les îles Kerguelen, archipel situé au sud de l'océan Indien. On poursuit notre voyage. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce lieu ? Disons que j'étais un enfant qui aimait bien rêver sur les cartes des atlas et les maps mondes. J'ai pas beaucoup changé d'ailleurs. Et voilà, il y a des endroits dont le nom a un pouvoir d'évocation supérieur à la réalité qu'ils décrivent. Il y en a pour qui c'est Zanzibar ou Tombouctou. Moi, c'était les Kerguelen. Bora Bora, vous c'est les Kerguelen. On m'aurait demandé à cet âge-là de décrire la notion d'exotisme en un seul mot. J'aurais dit Kerguelen. Alors, j'aimerais lire un extrait de votre livre. C'est un dialogue. Bon, vous m'emmenez où, lui demanda-t-elle. Commençons par aller tout droit, on verra où ça nous mènera. On est déjà au bout du monde. Vous ne craignez pas qu'on tombe dans un gouffre? Tout au plus sommes-nous au bout de ce que les Français connaissent du monde. On est au bout de cet imaginaire-là, dans le cul-de-sac lacanien de la patrie. Que représentent, que véhiculent ces terres du bout du monde pour vous? C'est marrant, j'étais persuadé que vous liriez cet extrait. C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi? Je sais pas. Cette expression de cul-de-sac lacanien de la patrie, je pensais que c'était quelque chose qui vous intéresserait. Qu'est-ce que ça nous révèle en tous les cas, ces terres du bout du monde? Ça révèle que les Français se perçoivent d'une certaine manière qui est très différente de la réalité de la France d'aujourd'hui. On continue de se rêver comme un pays devant dominer la moitié de la terre ou sur lequel le soleil ne se coucherait jamais, alors qu'en réalité la France c'est un pays moyen, avec une population moyenne et des problèmes moyens. Et je pense que si les Français, ou en tout cas l'inconscient collectif, changeait suffisamment pour qu'on saisisse nos véritables problèmes à bras-le-corps, en oubliant un peu cette espèce de décor impérial issu du XVIIe et du XVIIIe siècle, peut-être qu'on pourrait enfin résoudre les véritables problèmes auxquels on est confronté. Bruno Fulini, comment cet empire insolite s'est-il constitué? Alors, par strates successives, les Kerguelen, ça date de la monarchie, à une époque où on pensait qu'il y avait un gigantesque continent austral qui restait à découvrir. La France s'étant fait barboter ses possessions américaines, eh bien, on rêve d'une nouvelle chance. Et le chevalier de Kerguelen part explorer le sud de l'océan Indien.
on lui signale une terre, vite, il revient. Alors il va être reçu en héros à Versailles, on va considérer que c'est un nouveau Christophe Colomb, et c'est un peu plus tard, on se rend compte que, ma foi, il n'y a que 7000 km² de terre désolée, d'où ce nom d'île de la désolation, qui va être le premier nom de cet archipel qui maintenant porte le nom de son découvreur. Et puis après, il y a la République colonisatrice. Alors bien sûr, il y a eu la décolonisation, il n'est pas question de revenir là-dessus. Simplement des territoires qui, à l'époque de la colonisation, pouvaient être considérés comme un peu secondaires, dérisoires, en particulier des îlots inhabités, eh bien, aujourd'hui, sont ce qui nous reste. Ils n'ont jamais été décolonisés, ils ne pouvaient pas l'être, puisqu'il n'y a pas de population dessus. Et puis après, il y a des accidents. Un marin qui passe, qui manque de faire naufrage sur un récif, qui signale le récif, et puis le récif va avoir un nom français, voire un destin français, éventuellement. Et quelquefois, alors là, c'est carrément l'aventure. Par exemple, il y a une petite commune des Pyrénées, Barcus, qui revendique une île des Galapagos. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enfant de Barcus qui, au XIXe siècle, est allé faire fortune aux Amériques. Il a prêté de l'argent à des généraux équatoriens qui, dans l'incapacité de le rembourser, lui ont donné cette île. Et à sa mort, il a légué tous ses biens, dont ses droits sur l'île de Floréana, à la municipalité. Et c'est ainsi qu'un petit village français qui n'a aucun accès à la mer se considère comme propriétaire d'une île des Galapagos. Les îles Kerguelen, Michael Hirsch, est-ce qu'elles sont habitées aujourd'hui et par qui ? Elles sont pas vraiment habitées. Disons qu'une poignée de scientifiques, de militaires, de personnel administratif et de techniciens y séjournent par période de 3 à 6 mois et opèrent des roulements, mais il n'y a pas de population, ni de population autochtone, comme vous le disiez. C'est une terre qu'on a découverte. Il y avait personne, aucun être humain n'était jamais arrivé aux îles Kerguelen avant Kerguelen de Trémarec. Ça, c'est quand même un cas presque unique dans l'histoire de la colonisation. C'est une terre vierge, une terre sans personne et qu'on a décidé délibérément de ne pas peupler. Vous rêvez d'y aller ? Je rêvais d'y aller, mais maintenant que j'ai écrit le livre, c'est comme si j'y avais été, en fait. Alors, Bruno Fulini, on le voit, ces territoires du bout du monde, comme on les appelle, continuent d'inspirer la littérature. On le voit avec ce roman Notre-Dame des Vents. Il y a donc beaucoup de fantasmes aussi sur ces territoires, au point que certaines îles font émerger des doutes. On ne sait pas, par exemple, si celle d'Ernest Legouvé existait. Oui, Ernest Legouvé, c'est même pas une île, c'est un récif. Simplement, il est très intéressant parce qu'il est situé dans le Pacifique Sud, mais vraiment dans la partie froide du Pacifique Sud, en allant vers le continent antarctique, là aussi. Alors, Ernest Legouvé, au départ, c'est le nom d'un écrivain, d'un dramaturge de la Belle Époque, complètement oublié, mais qui avait ses admirateurs en son temps, dont un armateur qui a donné son nom à un navire. Le navire va dans ces parages quand même peu fréquentés. Le capitaine voit un récif, le signale, le récif prend le nom du bateau et donc de l'académicien. Le problème, c'est qu'on ne l'a jamais revu depuis. C'est bien embêtant parce que si on avait ce récif, ça commanderait un gigantesque domaine maritime autour. Et en fait, si on regarde de près, les coordonnées de ce récif coïncident avec celles de Tabor, l'île mystérieuse de Jules Verne. Et il se trouve qu'Ernest Legouvé était un ami de Jules Verne. Donc on peut légitimement se demander s'il n'y a pas eu un canular magistral dans lequel on donnait les géographes, puisque cette île est maintenant sur un bon nombre d'atlas. En fait, vous allez parfaitement ensemble parce que là, il vous donne beaucoup de sources d'inspiration pour la littérature. C'est puissamment une source d'inspiration. Mais lui-même me disait avant l'émission que comme j'utilisais un certain nombre de mots issus du vocabulaire pafien, comme on dit, donc le vocabulaire propre aux îles Kerguelen, ça pourrait aussi lui donner des idées pour un prochain livre. Donc c'est un échange de bons procédés, en fait. Alors, vous avez prononcé toutefois le mot revendication. Pourquoi et à quoi sert cet empire concrètement ? On se doute bien qu'on a vu la carte. Si tous ces drapeaux français restent aujourd'hui symboliquement ou matériellement plantés, c'est qu'il y a des enjeux derrière tout ça, non ? Alors, il peut y avoir des enjeux stratégiques aujourd'hui, des routes maritimes qui peuvent être intéressantes de contrôler. Encore une fois, ça n'a pas été constitué de façon vraiment consciente. C'est plus un legs du passé. En revanche, c'est très intéressant pour l'avenir. C'est-à-dire que de plus en plus, on considère aujourd'hui que l'avenir, il va se jouer dans les eaux, dans la mer. Les ressources halieutiques, bien sûr, mais aussi toutes les ressources du sous-sol sous-marin. Les fameux nodules polymétalliques qui font fantasmer depuis longtemps. Et puis peut-être les ressources du sous-sol sous-marin. Eh bien, tout cela, aujourd'hui, ça n'est rien, mais peut-être que dans 50 ans, 100 ans, ça représentera une richesse colossale pour la France. Vous savez, les Russes se mordent encore les doigts aujourd'hui d'avoir vendu pour rien l'Alaska à une époque où ils n'imaginaient pas qu'il y avait du pétrole, des diamants, de l'or, etc. Bon, eh bien, les Français se retrouvent un petit peu dans cette position-là. Ils ont des étendues d'eau et puis des petits îlots. On ne sait pas encore vraiment ce que ça vaut, mais c'est peut-être le coffre-fort d'une richesse future. Des scientifiques, vous l'avez dit, vont en mission, des explorateurs, et parfois ils s'y perdent.
Oui, ceux du livre, en tout cas. Oui, enfin, en tout cas dans la littérature, parce que ce qui est intéressant dans les Kerguelen, c'est que c'est une terre qu'on connaît essentiellement par la littérature. En réalité, personne n'y va, personne n'en vient. Moi, je ne connais personne qui soit jamais rendu aux îles Kerguelen. D'ailleurs, je crois que la totalité des gens s'étant rendus dans cet archipel équivaut à peu près à la totalité des gens à avoir été dans l'espace. Ah oui. Donc, une très très infime minorité de personnes. Et donc, tout ce qu'on en sait, c'est ce qu'a raconté finalement Edgar Poe, ce qu'a raconté Jules Verne dans leurs livres respectifs. Alors, certaines de ces îles, si petites soient-elles, je vous pose la question, Michael Hirsch, si petites, ont suscité bien des convoitises. Je pense à Clipperton au large du Mexique ou à l'île Julia. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, avant peut-être de poser la question aux connaisseurs qui sourient? Oui, ça m'évoque des choses parce que j'ai lu le livre de Bruno Fulini, évidemment. Bruno Fulini. Clipperton, c'est une île qui, lorsqu'on la voit comme cela, a l'air magnifique, un atoll dans le Pacifique. En fait, c'est une île maudite, c'est une île qui a une histoire très sombre. Ouais. Donc nous sommes dans le Pacifique Nord, c'est même la seule terre française du Pacifique Nord, la France étant beaucoup plus présente dans le sud, avec la Polynésie, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie. Et puis c'est une île qui n'est pas très éloigné du Mexique, ce qui fait que pendant très longtemps, les Mexicains ont considéré que ça leur appartenait. Et même à un moment, ils ont déposé une garnison là-bas pour marquer de leur empreinte ce territoire. Simplement, il y a eu cette grande révolution qui a agité le Mexique à partir de 1910-1911, et on a complètement oublié cette garnison qui a dépéri, et les derniers hommes sont partis à la recherche d'un navire, se sont fait dévorer par les requins. Il est resté quelques femmes, des enfants qui ont été littéralement réduits en esclavage par le gardien de phare, à telle enseigne que le jour où un navire des États-Unis a approché, eh bien le gardien de phare s'est fait littéralement détruire, démolir, assassiné par celle qui constituait en fait son harem, tout simplement. Et alors après, le contentieux entre la France et le Mexique a continué, et c'est un arbitrage du roi d'Italie qui, à la surprise générale, tout le monde avait oublié cette histoire, a attribué Clipperton à la France en 1931. Merci à vous, Bruno Fulini. Je rappelle que vous êtes auteur de ce très beau livre, Tour du monde des terres françaises oubliées, édition du Trésor. Michael Hirsch, merci à vous également. Votre roman s'appelle Notre-Dame des Vents, édition Intervalle. Voilà, 2 livres à lire au bord de la plage, dans des coins plus ou moins reculés de la planète. Merci à tous les deux de nous avoir fait voyager ce soir sur TV5 Monde.